Merci, on est ravis de vous accueillir pour une soirée qui va être placée sous le signe de l'émotion. Et pour cause, le sujet de l'émotion au travail va être traité ce soir. Et je crois, pour avoir un peu préparé cette table ronde, qu'on va tous ressortir de cette soirée un peu plus enrichis. Enrichis parce que nos experts de ce soir vont vous donner des éclairages sur comment comprendre nos émotions, comment comprendre celles des autres et comment mieux se les approprier pour mieux les utiliser. Et puis riche parce que on va avoir également vos questions que vous pourrez poser par l'intermédiaire du micro tout à l'heure. Et pendant tout le long de la conférence, vous allez pouvoir poser vos questions avec le hashtag #EnoaTalk. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Nos expertes et notre expert vous fera le plaisir d'y répondre. Alors, on est là ensemble pendant 1 heure. Sachez qu'il y a des caméras, c'est pas pour rien, c'est pas juste pour le repasser à la maison. Il y a des personnes qui sont sur Facebook Live qui nous regardent et on les salue. Tant pis, ils sont pas là, tant pis pour eux. C'est vous qui êtes les chanceux ce soir. Et pour animer cette soirée, je ne serai pas seul. J'ai le plaisir d'accueillir celle qui est l'une des cofondatrices de Enoa. Je vous prie d'accueillir, sous les applaudissements, parce que c'est une première pour elle, Elsa Bragé, s'il vous plaît. Elle est là. Alors Elsa, est-ce que ça va marcher le micro? Mais oui, ça va marcher, il n'y a pas de raison. Voilà, on va faire un petit test. Comment ça va Elsa? Ça va. Je suis en plein exercice de gestion de mes émotions ce soir. Effectivement, elle a eu le trouillomètre. Ça... Non, alors Elsa, pour la petite histoire, on s'est dit qu'on allait faire une animation. Elle m'a demandé de le faire et je le fais avec grand plaisir, d'autant que ça m'a vraiment passionné de préparer cette table ronde. Et j'ai dit à Elsa, il faut que tu sois avec moi parce que Elsa, elle avait envie de prendre le micro comme une alligator, comme ça. Je le sentais bien. Elsa, est-ce que tu peux nous rappeler les expertises de Enoa? Bien sûr, absolument. Bonsoir à tous déjà. Et merci de cette introduction formidable, David. Je t'en prie. Alors nous, on a plusieurs domaines d'expertise chez Enoa. Le premier domaine d'expertise, c'est le recrutement. On a un cabinet conseil en recrutement. On est spécialisé sur les métiers du digital. Et on a également intégré au sein du cabinet un pôle dédié aux fonctions support et aux fonctions RH. Tu le sais, David, la fonction RH, par nature, déjà, elle est très large. Et au fil des années, elle s'est complexifiée et elle s'est aussi digitalisée. Donc aujourd'hui, on est capable chez Enoa de couvrir toute la chaîne de valeur du digital et aussi la chaîne de valeur de ces métiers des ressources humaines. Donc ça, c'est notre cœur de business, c'est le recrutement. Deuxième domaine d'expertise, le conseil. On a lancé il y a un peu plus d'1 an, je dirais un an et demi, Céline, une offre de conseil RH qui s'appelle Léon. Voilà, on n'est que des femmes chez Enoa, donc on a trouvé un prénom masculin pour masculiniser, oui, un petit peu. L'ami secret. Voilà, l'ami secret. Voilà, donc c'est notre offre de conseil RH qui s'articule principalement autour de problématiques liées au développement des compétences. Donc le développement des compétences et tout ce qui est autour de la définition des parcours d'intégration, des audits organisationnels, des people reviews, la formation des managers au recrutement, c'est plein de problématiques différentes. Voilà, donc j'en ai été au deuxième domaine d'expertise, jusque-là tout va bien. Donc troisième domaine d'expertise, les événements. Donc on s'est lancé cette année, c'est le premier événement ce soir qu'on organise Enoa, et on s'est dit cette année qu'on allait sélectionner des thématiques RH qui nous tiennent à cœur pour prendre la parole. Et donc ce soir, il y en a une qui vraiment nous tenait particulièrement à cœur, c'est celle des émotions. Alors pourquoi? Parce que tu l'as dit, le spectre est large, des sujets qui peuvent être abordés, il y en aura d'autres j'imagine dans les prochaines sessions de Enoa Talk, mais le premier c'était la gestion des émotions dans le monde du travail. Exactement. Pourquoi? Alors déjà parce que c'est une thématique très riche. Derrière les émotions, il y a plein de sujets qu'on va aborder ce soir. Il y a l'intelligence émotionnelle, il y a ce qui constitue notre ADN, notre culture, il y a notre rapport aux autres. Et on trouvait que voilà, cette thématique, on a été obligé de dédier un événement à cette thématique parce qu'elle est très riche. Ensuite, il y a quelque chose qui nous a beaucoup plu, d'ailleurs on en a parlé ensemble, c'est que selon nous, c'est une thématique qui fait du bien. Nous, on se dit que ça fait du bien, enfin, de se dire que les émotions, elles ont un rôle à jouer en entreprise. Voilà, donc on s'est dit que ce soir, finalement, d'ailleurs on va l'aborder, on va parler de situations qu'on a tous vécues finalement en entreprise, autour de la gestion des émotions ou d'une mauvaise gestion des émotions, c'est souvent aussi ce cas de figure-là. Et donc on a trouvé que c'était intéressant d'avoir ce moment de partage avec vous, une sorte d'expérience un peu collective. Ça, c'était la deuxième raison. Et la troisième, c'est aussi parce que ça va dans la lignée d'une conviction qu'on a nous, chez Enoa. Nous, on est convaincus qu'un collaborateur qui sait identifier, comprendre, bien appréhender ses émotions, saura bien appréhender les émotions des autres, et ça donne un collaborateur plus engagé dans ce qu'il entreprend, plus heureux, c'est quand même important, et plus performant. Voilà, donc quelque part, en dédiant un événement à cette thématique, on participe à cette prise de conscience à notre niveau collectif du rôle des émotions en entreprise. Voilà. Merci beaucoup Elsa. Allez, on va commencer cette table ronde en présentant nos experts et nos expertes, nos invités. Je vais commencer par présenter Stéphanie Marchand. Bonsoir Stéphanie.
Alors, on va allumer le micro. Stéphanie. Bonsoir à tous. Alors, Stéphanie, alors on se tutoie. On a beaucoup travaillé pour cette soirée. On est une petite famille maintenant, c'est ça, hein, une petite troupe, n'est-ce pas? C'était vraiment sympa cette préparation, vraiment. Oui, c'était bien. Stéphanie, tu es médecin neurospin. Alors, on s'est vu, mais j'ai toujours pas compris exactement tous les termes de ton. Voilà, tu vas nous réexpliquer ça, parce que vous allez voir, c'est costaud quand même le truc. Médecin neurospin. Alors, il y a marqué entre parenthèses Neuro-Ephemery Research chez CEA. Jusque-là, j'ai bon. Et tu es également gériatre, HPGM, accompagnement des aidants. Vous avez compris mon problème. Mais tu vas tout nous expliquer, Stéphanie. Oui, alors avec tous ces sigles, c'est effectivement pas simple, mais je viens ici vers vous avec deux casquettes. La première, c'est que en travaillant dans un centre de recherche en neuroimagerie à Neurospin, qui dépend du CEA, donc du commissariat d'énergie atomique et des énergies alternatives, j'observe la façon dont le cerveau change en fonction de ce qu'on fait, en fonction de ce qu'on ressent et aussi en fonction des âges de la vie. Et ça enrichit ma pratique clinique puisque je suis médecin à part entière et que j'ai à accompagner des gens qui vivent des situations de stress particulièrement intenses puisque certains perdent leur cognition et parfois un peu leur identité et que j'accompagne aussi leurs aidants dans des situations de stress aussi très intenses et que le fait de pouvoir les aider à identifier leurs émotions les aide à aller mieux même si la situation on ne peut pas la changer. Mais fondamentalement, ils vont mieux parce qu'ils ressentent la situation différemment. Voilà. C'est avec cette expertise-là que je viens voir aujourd'hui avec tous les autres experts. Et un éclairage scientifique qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe là-haut quand ça se passe. Merci Stéphanie. Je poursuis la présentation avec Caroline Guillotin. Bonsoir Caroline. On fait genre bonsoir, mais on s'est vu tout à l'heure. Hein. Ah bon? Alors, Caroline, tu es dirigeante de Essentiel RH. Ouais. Tu es DRH à temps partagé. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Et ton parcours professionnel est passé par des DRH de Maty. Tu étais responsable RH chez Emma, les magasins, et chez Habitat également. Caroline, qu'est-ce que c'est ton activité aujourd'hui, DRH à temps partagé? Alors, mon activité, comme son nom l'indique, c'est je partage mon temps de DRH dans plusieurs entreprises, et notamment des petites entreprises qui n'ont pas besoin ou de besoin d'avoir une DRH à temps plein. Donc c'est plutôt, mes clients sont des entreprises qui ont entre 30 et 150, bon, des fois un peu plus salariés, où j'interviens sur toutes les activités des ressources humaines, mais de un jour à 2 ou 3 par semaine. Voilà. Et un éclairage très pragmatique, ancré dans le monde du travail. C'est pour ça que c'était intéressant que tu sois avec nous ce soir. Ouais, quand on fait des ressources humaines, on fait du management, donc forcément, on a de l'émotion. Très bien, tu peux nous en donner alors ce soir. Également avec nous Chloé Sargis. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Chloé, tu es coach. Oui. Tu es coach certifié, experte en intelligence émotionnelle et experte sur les hauts potentiels intellectuels. Oui. J'ai tout bon. T'as tout bon. Alors on va expliquer tout à l'heure précisément à quoi ça correspond, mais est-ce que tu peux nous faire un petit teasing? Un petit teasing, ouais. C'est une une mission que tu me donnes là tout de suite. Quoi vous dire? Non, moi, je vais vraiment me focaliser là sur l'intelligence émotionnelle, parce qu'on parle beaucoup d'émotions, mais en réalité, on a des aptitudes et des compétences à développer pour pouvoir maîtriser nos émotions. Et c'est ce que je vais essayer, moi, de vous présenter dans cette table ronde. Merci Chloé. Voilà, je vous en prie. Et pour terminer, 2 personnes, ils sont cofondateurs de la société qui s'appelle Happy Skills. Il s'agit de Jonathan Azuelos et de Livia Villaplana. Bonsoir à vous deux. Merci d'être avec nous. Merci. Bonsoir. Alors vous avez un parcours très étonnant et très intéressant puisque vous venez tous les deux du monde de l'entreprise, cabinet d'avocats, expert comptabilité, et finalement vous vous êtes révélé une passion pour le développement personnel, et c'est ce que vous faites avec Happy Skills. Vous êtes un cabinet de conseil et de formation qui accompagne les entreprises et les particuliers dans le développement de leurs compétences relationnelles par l'improvisation théâtrale. Voilà, c'est ça. Effectivement, nous, Jonathan et moi, on a une double casquette ici aussi ce soir. Et on a travaillé en entreprise, moi en cabinet d'avocat, Jonathan en cabinet d'expertise comptable. Et parallèlement à ça, on est comédien, on est dans une troupe et on monte des pièces, on joue des pièces. Et on s'est rendu compte que le théâtre serait extrêmement utile en entreprise pour développer les capacités relationnelles et managériales. Et donc, on se sert de cet outil pour former en entreprise. Voilà. T'as fait la tête quand on a dit compta, c'est pas grave, c'est bien aussi. Je suis bien content d'avoir quitté le monde de l'expertise comptable. Absolument. Donc on a un centre de formation et vraiment notre credo, c'est tout ce qui est en rapport avec la prise de parole en public et le développement des soft skills, des compétences douces
en entreprise. Avec des expériences tout à l'heure qui vont vous permettre de comprendre comment ces techniques-là peuvent nous aider à mieux appréhender nos émotions. Merci à tous les deux. On a vraiment des experts, des expertes et un expert qui sont totalement en ligne avec notre sujet. Pourquoi avoir choisi ces invités ? Alors, tous les intervenants là autour de la table sont des partenaires d'Enoa, c'est important de le dire. Donc, c'est que des personnes avec qui on a travaillé au quotidien sur des prises de poste quelquefois compliquées, sur des process de recrutement, sur des parcours d'intégration, sur des conflits managériaux. Et c'était très important pour nous qu'ils soient là aujourd'hui parce qu'on travaille ensemble au quotidien et on partage les mêmes valeurs et les mêmes convictions. Donc ça, c'est la première raison. Et ensuite, tu le verras, on le sait, votre point commun finalement, c'est le sujet des émotions en entreprise. Mais vous avez quand même tous des approches très complémentaires et c'est aussi ce qui nous a plu. Pourquoi vous avez fait venir ce soir. Parfait, on va commencer avec le premier volet. Je rappelle que nous sommes sur Facebook Live et que vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions avec le hashtag #EnoaTalk ou sur les commentaires du Facebook Live. On va commencer avec toi, Stéphanie. On a besoin d'un premier éclairage scientifique sur qu'est-ce que c'est qu'une émotion. Est-ce que c'est bien d'en avoir? Est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas. Explique-nous qu'est-ce que c'est qu'une émotion dans le corps, dans la tête. Ce qu'il y a de plutôt chouette, c'est que tous dans cette salle, on en a. On en a tout le temps, surtout quand on est éveillé. On en a à des degrés d'intensité différentes. On en a des simples et puis des compliqués, des fois qui se chevauchent un petit peu ou qui s'entrechoquent. C'est ni bien ni mal, en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. Vraiment, je crois qu'il faut abattre cette barrière. Même quand je suis tout colère, c'est pas grave. C'est super bien. C'est super bien. Je suis rassurée parce que ça m'arrive souvent. Moi, j'adore quand on me colère. Et donc, c'est vraiment bien d'avoir une émotion, quelle qu'elle soit, parce que c'est sain, parce que c'est humain, simplement. Et je crois qu'on peut aborder les émotions sous l'angle du fait que c'est un symptôme, c'est la manifestation dans le corps et dans le cerveau, parce qu'il n'y a pas que le cerveau dans la vie, c'est la manifestation corporelle et cérébrale, probablement de besoins qui sont satisfaits ou pas, ou en voie de l'être. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau exactement dedans quand quelque chose arrive Alors ça, c'est une question absolument passionnante. Mais merci, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. En tant que scientifique, parce qu'on a aujourd'hui des moyens de pouvoir observer le cerveau en fonctionnement. Donc on vit une époque absolument formidable. Et au centre du cerveau, au milieu du cerveau, il y a un ensemble de structures qu'on appelle le système limbique, dont vous avez très probablement déjà entendu parler. Et au centre de ce système limbique-là, il y a une structure qu'on appelle le thalamus. Et le thalamus, c'est une structure vraiment chouette à étudier parce qu'elle est capable d'emmagasiner plein d'informations très complexes, un petit peu comme, si on fait un parallèle avec l'entreprise, un petit peu comme une division des affaires financières, vous voyez. Donc on reçoit plein d'informations très complexes, on est capable de les analyser et puis de faire le bilan. Et c'est son boulot au thalamus. Et donc, ça prend de la donnée, voilà, ça prend de l'info, ça prend de la donnée. Il reçoit des informations qui peuvent expliquer certains de nos besoins, conscients ou pas conscients. Et puis d'un autre côté, il reçoit des informations qui viennent d'ailleurs. Ils peuvent venir de l'extérieur, du marché, c'est pour l'entreprise, et de l'extérieur pour nous via les sens, mais aussi des informations qui viennent de l'intérieur, dont la plupart du temps on n'est pas conscient du tout, et qui viennent par le système nerveux périphérique. Et à ce moment-là, ça se regroupe, alors je ne peux pas faire la balance avec le micro, mais c'est presque ça. Et le thalamus, son boulot, c'est de dire est-ce que ça match ou est-ce que ça ne matche pas? Est-ce que avec ça, avec cette situation, on satisfait la plupart de nos besoins les plus fondamentaux ou pas? Ok, si je gagne au loto, ça match. Si tout d'un coup, il y a un truc qui me fait peur, ça match pas. Et si ça match, voilà, si je gagne au loto, donc ça satisfait mes besoins les plus primaires, hein, n'est-ce pas? C'est ça. Si ça match, le thalamus envoie un message à une structure qui est juste à côté, qui s'appelle l'amygdale cérébrale, dont vous avez aussi peut-être entendu parler, qui est un centre de sécurité, en quelque sorte. Et donc, il lui dit, c'est pas la peine d'intervenir, là maintenant c'est OK. Voilà, tu peux rester tranquille. Et par contre, il ouvre tous les autres systèmes de communication. Et c'est là où c'est absolument intéressant de pouvoir apprendre à décrypter et à comprendre et à agir sur ces émotions. C'est parce que si ça ouvre tous les circuits dans le cerveau, ça ouvre aussi une connexion avec une partie très fondamentale qui est au-dessus des yeux, derrière le front, qui est le lobe frontal. Et le lobe frontal, c'est un peu, pour reprendre
une analogie avec l'entreprise, c'est un peu le copil stratégie. C'est la partie du cerveau qui nous permet d'accéder à toutes nos ressources pour développer la motivation vis-à-vis des projets, pour être en capacité d'élaborer des projets avec des étapes successives pour l'avenir, d'être en capacité d'avoir une flexibilité, d'apprendre de ses erreurs et de pouvoir modifier son comportement, et aussi d'adapter son comportement en fonction des situations. On n'est pas les mêmes ici ou ailleurs. Donc c'est vraiment important de pouvoir accéder à ces ressources-là. D'accord. Et alors, lorsque la balance n'est pas bonne, je ne suis pas OK avec ce qui se passe. C'est ça. Alors, quand la balance, c'est pas... Enfin, alors, il ne s'agit évidemment pas de remplir tous nos besoins, hein, mais au moins les besoins les plus fondamentaux. Et si ce n'est pas le cas, l'amygdale reçoit un message de peur ou d'insécurité. Et là, il bloque vraiment physiologiquement les connexions avec le lobe frontal. Et ça a été vraiment très très bien démontré en imagerie fonctionnelle. Donc du coup, on perd l'accès à toutes les ressources qui nous permettent à la fois de mieux percevoir l'environnement, de mieux nous adapter et de mieux anticiper nos réactions pour l'avenir. Ça verrouille et on ne voit plus rien de positif. Ça, ok, très bien. Mais en même temps, ça a la faculté de pouvoir faire passer à l'action. À l'action. En fait. Qui peut être quoi, d'accord? Du coup, les actions, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand tout d'un coup on verrouille? Enfin, nous, on voit bien, on est stressé, on est... C'est ça, en fait, du coup, là, il y a des manifestations corporelles qui sont encore plus importantes, ou plus importantes à percevoir, probablement, pour nous ou pour les autres. C'est que, du coup, il s'agit de passer à l'action. Alors, ça peut être une action motrice, hein, qu'on fait ou dont on a l'intention. Et ces actions motrices, c'est pas forcément bouger. Ça peut être aussi... alors, ça peut être fuir, effectivement. Ça peut être impulsif et vociférer, mais ça peut être aussi être tétanisé. Je crois que c'est vraiment important en entreprise de considérer qu'un collaborateur qui est un peu crispé, fixé, et qui n'avance pas comme on veut, et pas forcément un collaborateur incompétent, peut-être bien au contraire, mais c'est un collaborateur qui est peut-être qui a peur. Voilà. Ouais. Et donc ça vaut le coup d'aller chercher... à l'intérieur de... Je fais la suite. Juste pour s'enquérir de ça, de savoir peut-être ce dont il a besoin, qui n'a peut-être pas lien avec l'entreprise. Et là, je pense très fort aux aidants, que nous sommes presque tous un jour ou l'autre. Et du coup, de déverrouiller cette peur pour pouvoir le faire accéder à toutes ces ressources. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout ce qu'on vient de se dire là, ça arrive avant que la raison parvienne au cerveau. C'est bien ça. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que tout ça, c'est du réflexe et on a toutes ces émotions-là. Et ensuite, seulement, on peut réfléchir. C'est ça. Les émotions arrivent dans le corps quand elles sont encore non dites, mais même non pensées. Et ça prend... le message dans le système limbique, ça prend une dizaine de millisecondes. Et il faut plus de 600 millisecondes pour aller vers le frontal. Donc c'est assez court comme temps, mais c'est significativement très significatif. C'est ça. Oui, donc quand je m'énerve très fort, ça m'arrive après de dire j'aurais pas dû. C'est parce que tout ça s'est passé, l'émotion, et puis après j'ai réfléchi que j'aurais pas dû. Donc du coup, voilà, je comprends mieux. Voilà, très bien. En tout cas, moi j'ai compris. Hein. Merci. Alors, on enchaîne avec Chloé. Moi, j'ai une question, Chloé. Est-ce que tu peux nous parler un peu du rôle qu'ont les émotions, leur utilité, concrètement? Oui, alors, comme Stéphanie l'a très bien expliqué, l'émotion, comme son nom latin l'indique, motio, ça veut dire mise en mouvement, mise en action. Donc, on a tendance à croire que les émotions, c'est gênant et qu'on a envie de les étouffer. En réalité, non seulement elles nous donnent de la force, donc ça, c'est extrêmement important de le comprendre. C'est une énergie qui, si elle est mise au bon endroit, peut nous faire, je ne sais plus l'expression, repousser les montagnes, déplacer les montagnes, voilà, on y est, exactement. Donc voilà, donc ça c'est important de le comprendre et de l'accepter. Donc oui, il y a émotion, ok, mais surtout il y a une utilité. Voilà. À émotion, il y a un besoin, voilà. Et donc ça, c'est ce que moi je travaille avec l'intelligence émotionnelle notamment. Je ne sais pas si on peut voir la roue de l'intelligence émotionnelle qui doit apparaître. Voilà, donc elle est ici. L'intelligence émotionnelle, c'est notre capacité à identifier et à maîtriser nos émotions. Donc comme vous le voyez derrière moi, il y a 5 grands items à la gestion des émotions. Le premier, c'est la perception de soi. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment comment moi je vais sentir mes émotions. Est-ce que je les sens? Est-ce que je ne les sens pas? Est-ce que c'est important? Voilà, donc toute cette partie-là vraiment orientée sur soi-même.
Derrière, on va voir le grand item qui est l'expression émotionnelle. Ok, je l'ai senti, je ne l'ai pas senti, je l'ai exprimé, je ne l'ai pas vraiment exprimé, mais en tout cas, elle est là. Évidemment, ce chemin-là va avoir un impact direct sur mes relations sociales. C'est-à-dire que ma capacité, moi, à exprimer ou à ne pas exprimer mes émotions vont évidemment avoir des conséquences sur mes relations sociales. Et ensuite, et là on arrive sur des items qui en entreprise, que ce soit pour les dirigeants ou pour les leaders, enfin pour le leadership, les managers, qui sont des items qui sont extrêmement importants, qui vont être la prise de décision et la gestion du stress. C'est-à-dire quand je suis dans un contexte où émotionnellement je suis chamboulée, comment je vais réussir à prendre mes décisions, est-ce que je vais être impulsif, est-ce que je vais réfléchir, et comment je vais gérer mon stress. Voilà. Donc c'est vraiment ça l'intelligence émotionnelle, et on voit qu'on n'est pas sur un sujet de sensiblerie. Voilà, on n'est pas en train de parler des émotions dans le sens voilà, sensiblerie, ça nous dérange, merci de les sortir de l'entreprise, c'est pas le lieu. Non, pas du tout. On est sur des compétences qui sont extrêmement importantes pour les dirigeants, mais aussi pour les managers. Et je crois que tu voulais nous montrer une vidéo, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi vouloir nous montrer cette vidéo dans cette soirée sur les émotions? Parce que je trouve, vous allez voir, mais parce que je trouve que c'est le summum d'une intelligence émotionnelle développée. C'est-à-dire que vraiment, on peut voir comment en action, les compétences de l'intelligence émotionnelle vont être en jeu et à quel point elles sont importantes et elles doivent être développées. Ok, on regarde donc l'amérissage sur l'Hudson, une histoire que vous avez dû entendre parler. Il y a un film également qui a traité de ce sujet-là. On regarde, ça prend 2 minutes et on en parle juste après. Cactus 1549, 700, climbing 5000. Cactus 1549, departure to contact, climb, maintain 15,000. Here, Charlie 2760 is 5,000, turning your right to 150. Charlie 2760, climb, maintain 10,000. 10,000, Charlie 2760. This is Cactus 1539. Hit birds, so you've lost thrust on both engines, returning back towards LaGuardia. Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading up 220. 220. Tower, stop your departures. Got emergency returning. It's 1529. He bird strike. He lost all engine. He lost the thrust in the engines. He's returning immediately. Cactus 1529. Which engines? He lost thrust in both engines. He said. Got it. Cactus 1529. If we can get it for you, do you want to try to land 1013? We're unable. We may end up in the Hudson. Charlie 2760. Turn left 070. 070. Charlie 2760. All right, Cactus 1549. It's going to be left traffic to runway 31. Unable. Okay, what do you need to land? Cactus 1549. Runway 4 is available if you want to make left traffic to runway 4. I'm not sure we can make any runway. What's over to our right? Anything in New Jersey, maybe Teterboro? Okay, yeah, off your right side is Teterboro Airport. Do you want to try to go to Teterboro? Yes. Teterboro, Empire, actually LaGuardia departure guy, emergency inbound. Hey, go ahead. Cactus 1529 over the George Washington Bridge, wants to go to the airport right now. Wants to go to our airport, check. Does he need assistance? Yes, it was a bird strike. Can I get him in for runway 1? Runway 1, that's good. Cactus 1529, turn right 280, you can land runway 1 at Teterboro. We can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're going to be in the Hudson. I'm sorry, say again, Cactus? Qu'est-ce que tu peux nous décrypter ce qui s'est passé à ce moment-là dans sa tête? Alors, j'y étais pas, donc non. Ce serait un peu Des coachs, trop, alors un peu les trop- coachs ils un coachent, peu hein. trop Bon, les ambitieux. coachs ils savent. Hein. Mais en tous les cas, oui, ce que j'aime dans cette vidéo, déjà, j'avoue que j'aime bien l'analogie entre le pilote de l'avion et le dirigeant d'entreprise. Ça m'amuse. Même si voilà, on n'a pas forcément 150 vies derrière là qu'il faut impérativement sauver. Mais en tous les cas, il y a quand même cette notion d'engagement et de responsabilité sociale importante. Là, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que mine de rien, en 2 minutes, ce qu'on a vu, c'est quelqu'un qui a, dans l'intelligence émotionnelle, énormément de compétences qui sont très développées. L'optimisme,
le sens des réalités, la résolution de problèmes, la flexibilité, et j'en passe. Une confiance en soi. Voilà. En fait, quasiment en 2 minutes, il a réussi à nous démontrer les 15 compétences de l'intelligence émotionnelle. Donc c'est en ça que je trouve qu'elle est très intéressante. Je partage. Tant mieux. Et alors, est-ce que par exemple cette personne-là a une prédisposition à mieux gérer ses émotions qu'une autre personne? Est-ce qu'on est égaux par rapport à la gestion de ses émotions? Alors, je parle sous le contrôle du médecin, mais d'un point de vue génétique, non. Enfin, en tout cas, je ne le pense pas. À part pour les hauts potentiels intellectuels qui, eux, ont des spécificités neurologiques qui font qu'ils ressentent les émotions plus fortement que les autres, donc ce qui fait que c'est encore plus compliqué pour eux de les gérer. Donc ça, c'est une chose. Mais sinon, non, on n'a pas de prédisposition à mieux gérer ses émotions. Ce qui va être très important, c'est l'éducation. Voilà, donc c'est pas du tout pour vous culpabiliser. Hein, c'est Trop tard. Mon propos. Mais en tout cas, l'éducation va être importante et c'est ce qui va faire qu'on aura, oui, des prédispositions en étant adulte. C'est-à-dire que grandir dans un environnement où on a vu ses parents, son entourage, vivre des émotions, les assumer, les exprimer, etc., fait qu'on va avoir une intelligence émotionnelle qui probablement sera plus développée à l'âge adulte. À l'inverse, quand on grandit dans un environnement qui est plutôt hostile, où les émotions n'ont pas leur place, où on les bloque, on les exprime pas, où voilà, ça déborde dans tous les sens, etc., on risque à l'âge adulte d'avoir des gens qui ont plutôt un QE bas. D'accord. Voilà. Sachant que Paul Ekman, qui est un psychologue américain qui a été un des premiers à s'intéresser à ce sujet des émotions, le dit bien. C'est-à-dire que les émotions sont universelles, mais ce qu'on en fait est culturel. Et ça, c'est quand même important de s'en rendre compte. On le voit très bien avec le deuil. C'est-à-dire que le deuil, la fête de la Toussaint au Mexique, c'est pas vraiment la même ambiance que la fête de la Toussaint chez nous. Et pourtant, dans les deux cas, on a perdu quelqu'un. Donc on est exactement dans la même émotion, on a le manque, on a la tristesse, on a tout ça, et pourtant la façon dont on va le vivre ne va pas être la même, et tout ça, ça se travaille. On va reparler de la culture tout à l'heure, oui, parce que c'est un sujet très intéressant, mais qu'en pense notre autorité médicale du soir de ce qui vient d'être dit? Alors, moi je suis d'accord d'abord, et je suis d'accord aussi sur le fait que, alors j'aime bien la notion de résilience, moi-même après l'éducation. Je crois que vraiment, pour apporter l'éclairage scientifique, à côté de l'amygdale dont je vous parlais tout à l'heure, il y a une structure juste à côté qui s'appelle l'hippocampe, qui n'est pas la structure de la mémoire, mais la structure pivot de la mémoire. Et ces deux structures-là communiquent intensément ensemble. Et si l'amygdale est très, très stimulée parce qu'on est en situation où on a l'impression qu'on est en danger, même si fondamentalement il n'y en a pas, elle va aller communiquer directement avec l'hippocampe et savoir est-ce qu'on a vécu quelque chose qui s'apparente un peu à ça et est-ce qu'on a réussi à manager ou pas. Si c'est le cas, si on a réussi à développer des capacités où on a fait face et on s'est épanoui sur une épreuve auparavant, le seuil de l'amygdale descend vraiment. Et là, du coup, on peut accéder à toutes nos ressources du frontal dont je parlais tout à l'heure. Si en revanche, on a vécu un événement un peu difficile, voire traumatique, il y a des degrés avant d'arriver au PTSD, évidemment. Et donc, du coup, là, ça bloque. Donc, je crois que c'est important, avec Chloé et avec d'autres, de pouvoir apprendre à décrypter ça et à actionner les bons bras de levier qui vont déverrouiller ce mécanisme-là pour accéder à toutes nos compétences pour faire face, comme ce pilote assez exceptionnel, je crois. Donc on est tous égaux, mais finalement, c'est le travail qu'on va faire sur tout ça qui va nous rendre plus ou moins en gestion de tout ça. On est tous égaux dans nos capacités extraordinaires à changer. C'est beau. Ça aurait pu être le mot de la fin, mais c'est pas la fin. C'est dommage. Retiens-la pour tout à l'heure. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais contrairement au QI, voilà, les scientifiques ne sont pas encore complètement d'accord sur le sujet, mais on a tendance à dire que le QI se fige à l'adolescence. L'avantage de l'intelligence émotionnelle et du QE, donc du quotient émotionnel, c'est qu'il se développe tout au long de la vie. Voilà. Comme on le dit, c'est vraiment un travail sur une prise de conscience de ce qu'on vit et de la façon dont on va pouvoir le mettre en action et en faire quelque chose. Voilà. Ok, j'ai une question pour Stéphanie. Donc là, on parlait de tout ce qu'on a pu vivre dans le passé et l'impact sur la gestion des émotions. Je voulais parler aussi de cette capacité à focaliser son attention. Tu sais, on en avait parlé un petit peu, Stéphanie. Aujourd'hui, dans cette période de surconsommation, de surconnexion entre les réseaux sociaux, les téléphones, est-ce qu'on arrive, est-ce que c'est pas compliqué justement de focaliser son attention? Quel est le lien avec la gestion des émotions? Ouais, alors, je ne m'attendais pas à cette question à ce moment-là, mais c'est vraiment intéressant. L'attention, je crois, dans notre monde où il y a beaucoup de dispersion,
induite par nos modes de vie. C'est vraiment intéressant de s'intéresser à l'attention. Dans le cerveau, il y a 2 zones de l'attention. Il y a une zone de l'attention focalisée, dont je vais plus vous parler aujourd'hui, qui est en fait une zone géographiquement située entre le système limbique et le lobe frontal. Bizarre. Voilà, donc ça a été particulièrement étudié pour la méditation pleine conscience, qui est en fait la méditation par attention focalisée dans un premier temps. Et effectivement, quand on a une émotion, quelle qu'elle soit, activer son attention sur quelque chose en particulier, pour nos enfants comme pour nous, qui sommes leurs exemples, ça a vraiment du sens pour activer toutes nos ressources frontales. Mais je le vois bien, moi, par exemple, ça me fait penser, quand je suis au cinéma, film d'amour, je peux avoir la petite larmichette qui arrive. Alors que le même film à la maison avec mon téléphone et mon ordi à droite, là j'ai pas du tout la larmichette. Donc lorsque je suis au cinéma, je suis complètement focalisé sur un film, mes chakras s'ouvrent, paf, l'émotion arrive. À la maison, il n'y a pas d'émotion. Alors ça, c'est aussi intéressant. Et puis après, je laisserai la place à tous les experts qui sont vraiment fabuleux. On va leur parler après. On va leur parler après. Mais du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, le fait qu'on soit focalisé sur quelque chose permet d'augmenter notre capacité à avoir des émotions. Cognitivement, c'est tout à fait clair. On arrive à faire bien qu'une seule chose à la fois. Voilà. Même dans un monde où on nous propose d'en faire 3, 4, 5, 10. Voilà. À chaque fois que votre alarme de téléphone sonne quand vous êtes en réunion, ça vous fait perdre 67 secondes d'inattention dans un sens et dans l'autre, juste pour switcher d'une activité à l'autre. Voilà. C'est clair. Ça nous fait perdre. C'est très clair. Et alors, Chloé, qu'est-ce qu'on peut répondre à ceux qui disent « Ah, moi, à la maison, je ne suis pas pareil qu'au travail. Moi, j'arrive à être différent. » On entend beaucoup ça, le monde du travail. « Ah non, moi, je suis poker face, pas de problème. » Oui, mais même en cabinet, on entend beaucoup ça. Des gens qui ont plusieurs personnalités. Donc c'est déjà très très intéressant parce qu'il y a beaucoup de matière. Voilà. En fait, comme on n'a qu'une seule intelligence de QI, enfin l'intelligence cognitive, on n'arrête pas de réfléchir quand on arrive au travail. Parfois, il y a des gens qui peuvent nous bloquer, mais ça, c'est un problème. C'est pareil pour le QE. C'est-à-dire que non, on a la même intelligence émotionnelle qu'on soit dans la sphère intime ou professionnelle. Le sujet va plus être... Je comprends ce qu'on me dit quand on me dit ça, dans le sens où on va s'autoriser à être ou ne pas s'autoriser à être, parce que longtemps en entreprise, on nous a dit que on était là pour répondre à un besoin, qui est un besoin de compétences opérationnelles, et que l'humain était un peu dérangeant. Voilà. Donc on a toujours ce truc en tête qui fait qu'on se censure. Le fait est que quelqu'un qui a une empathie développée sera tout aussi empathique chez lui qu'en entreprise. Voilà. Quelqu'un qui a un contrôle des impulsions qui est bas, donc qui a du mal à attendre avant d'agir, ce sera la même chose dans la sphère perso que dans la sphère pro. Voilà. La seule différence, c'est que peut-être que dans le perso, ou l'inverse d'ailleurs, mais que dans un des cadres, il va s'autoriser. Donc oui, ça va péter. Et dans un autre cadre, ça ne va pas péter. Mais en fait, à l'intérieur, ce sera exactement la même chose qui va se passer. Je comprends. Caroline, vous avez un éclairage sur ce sujet? Est-ce qu'on peut être... Parce qu'on est les mêmes finalement au travail ou à la maison? Si, on est exactement pareil. En fait, on peut comparer l'humain à... Moi, j'aime bien le comparer à un iceberg. Bonjour les icebergs. En fait, chacun de nous on voit de vous que ce qu'il y a au-dessus de la ligne de flottaison, les 10%, et ce qu'il y a en dessous, forcément, et pour le comprendre, il faut utiliser l'empathie. Donc, comment est-ce qu'on est construit? Un iceberg, à la naissance, vous avez un ADN qui est livré avec vous. C'est la couleur de vos cheveux, la couleur de vos yeux, votre tempérament, les 5 générations du côté de papa, du côté de maman, tout ça dans un shaker, et ça donne ce que vous êtes. Et puis, donc dans une fratrie, on peut être 4, 5, on a 4, 5 ADN. C'est quand même formidable. Celui qui a créé ça, quand même, il s'est compliqué la chose, parce que 7 milliards d'humains, 7 milliards d'ADN. Et puis, par-dessus cet ADN, on va rajouter des choses qui sont l'environnement dans lequel vous allez évoluer, vous allez habiter, alors on a des environnements à la campagne, à la ville, forcément, ça ne donne pas les mêmes apports. Et puis, encore la couche supérieure, on va rajouter ce qu'on appelle l'éducation, les valeurs, ce qu'on va vous apprendre, le bien, le mal, comment est-ce qu'on dit merci, bonjour. Et toute cette couche d'éducation va faire donc la partie immergée de votre iceberg. Et ce qu'on voit de vous, ces fameux 10%, c'est ce qu'on appelle les comportements professionnels observables. Voilà. Donc forcément, quand vous êtes en entreprise et que
on ne choisit pas forcément ses collègues, comme sa famille en même temps, mais ses collègues, on est obligé de travailler avec, on va être obligé de communiquer. Ce qui ne fonctionne pas dans l'entreprise en général, c'est parce qu'il y a un manque de communication, et ça fait ralentir beaucoup les process, on perd en productivité, en efficacité, et ce qui va fonctionner en fait, c'est de comprendre quel est l'iceberg de mes collaborateurs, de mes salariés, comment est-ce que je vais réussir à aller à la rencontre des personnes et des émotions que l'on voit, ces 10% sont en général fabriquées en dessous. Donc on est tout le temps pareil. Ok, très clair. On va continuer avec toi. J'ai une question à te poser, Caroline. Mais juste avant, rappelez-vous, si vous avez des questions, si les choses ne sont pas claires, c'est possible. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions avec le hashtag #EnoaTalk sur Twitter, ou alors vous pourrez prendre la parole tout à l'heure si vous le souhaitez. J'ai une question à te poser parce que toi, tu as été dans différentes entreprises et tu as vécu ce sujet de la gestion des émotions au travail. Est-ce que tu vois, toi, un lien concret entre, par exemple, une bonne gestion des émotions et un succès d'une entreprise, une croissance, un impact très concret, business même, de l'impact des émotions? Ouais, on est dans le ROI tout le temps. Donc, voilà. Oui, on nous le demande de plus en plus. Forcément qu'il y ait une différence. On encourage, et Chloé le disait tout à l'heure, on encourage de plus en plus, et heureusement dans l'entreprise, à montrer ses émotions. Il est vrai qu'avant, il fallait être un petit peu poker face. Mais on est des êtres de sang, de chair, il y a la vie qui coule en nous, alors on est en train de nous mettre un petit peu la pression avec l'intelligence artificielle, quoi qu'il arrive. Ils n'auront pas, l'intelligence artificielle n'a pour l'instant pas de cœur et pas de sang. Et donc c'est important pour un manager de montrer ses émotions. Et oui, dans les entreprises, on voit une différence. Alors ce qu'on appelle le quotient émotionnel ou la relation et l'empathie surtout, ce qui va faire la différence dans une entreprise, c'est le niveau d'empathie qu'on va développer. L'empathie, ça se mesure dans le monde depuis une dizaine d'années. Sur 60 pays, on score l'empathie de 1 à 4. Et en France, depuis 10 ans, on a 1,2 sur 4. On est 60e sur 60e. Youhou! On n'évolue pas. On ne peut pas descendre plus bas en même temps. Non, en même temps, on ne peut que remonter. Voilà. Et puis sur ces 1,2, les femmes représentent 0,8. Donc on voit tout de suite qu'en France, on a des comités de direction qui sont un petit peu masculins. On sent que ça peut être un petit peu difficile. Donc, voilà, plus on va féminiser. Alors, je déteste être un quota, mais plus on féminise en fait les comités de direction et qu'on partage un petit peu ces compétences d'émotion, on peut réussir. On voit les crises de 2008 qui nous a frappé de plein fouet, qui étaient quand même assez importantes. Les entreprises qui ont été dirigées par des femmes, donc avec plus d'émotion, sont beaucoup mieux sorties. D'accord. Donc oui, en effet, avec le business. Il y a une vraie différence. On peut applaudir, on peut applaudir. Je vois Suzanne qui veut applaudir. D'ailleurs, c'est un sujet, alors on le voit ce soir, si on est très concret, lorsqu'on scanne un peu vous, voilà, qui est en face de moi, on voit qu'il y a quand même plus de femmes que d'hommes. Ça veut dire que c'est un sujet qui intéresse aujourd'hui plus les femmes, alors que vous êtes déjà au top de l'empathie, déjà, alors qu'il faudrait peut-être inverser la chose pour faire peut-être des publics que masculins pour les mettre à niveau. Oui, tout à fait. Je vais rebondir sur ce que dit Caroline. Et c'est ça, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui est très ancré culturellement dans tous nos inconscients collectifs, c'est que l'expression des émotions, ça, c'est un attribut du féminin. Et par ailleurs, pendant très longtemps, en France particulièrement, on considérait que l'expression des émotions n'était pas quelque chose de très professionnel au travail, et en tout cas que ça n'était pas vecteur de performance. Donc on voit que le lien est fait quasiment directement entre féminin et non professionnel, puisque les femmes expriment plus volontiers leurs émotions et qu'on considère que ça n'a pas sa place dans l'entreprise. Et je pense que ça, c'est un des facteurs qui a favorisé pendant très longtemps la perpétuation des inégalités de traitement envers les femmes en entreprise. Aujourd'hui, ce qui se passe, on est en train de le voir, c'est que les émotions en entreprise comme vecteur de performance sont en train d'être réhabilitées. Et je pense que par la même occasion, les femmes vont être réhabilitées en tant qu'éléments vraiment performants dans l'entreprise. Okay. Voilà, et que c'est une très bonne chose. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Alors on a parlé de qu'est-ce qui se passe dans notre tête, on a parlé de l'impact de l'émotion dans notre travail. On parle beaucoup dans ces thématiques de gestion des émotions, de prendre conscience de ces émotions. La question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont les différents leviers pour prendre conscience de ces émotions. Stéphanie, peut-être Oui, alors par rapport à ce que je disais tout à l'heure, moi j'en vois 3 à partager avec vous ici aujourd'hui. Le niveau cérébral, qui est très centré sur l'attention, dont tu parlais tout à l'heure, effectivement. Travailler son attention, c'est
C'est pas simplement juste pour faire bien parce que Mathieu Ricard le fait, mais c'est aussi parce que ça nous rend plus performants, clairement. Et puis ça donne l'exemple à nos enfants qui auront à prendre leur place dans les organisations de demain. Donc c'est faire exprès de focaliser notre attention C'est et ça, de ne quand pas on faire plusieurs choses en même focalise temps. notre attention, on désamorce l'amygdale, on désamorce toutes les structures en arrière du cerveau qui sont moins collaboratifs pour axer l'axe de... c'est un réseau de neurones, hein, finalement. Et plus on le fait, plus ça va vite. C'est comme l'autoroute, en fait. Hein. C'est comme un chemin et l'autoroute. Plus on le fait, plus il y a de connexions et plus les connexions sont performantes aussi. Et ça va dans l'autre sens. Aussi, moins on le fait, moins il y a de connexions et moins les connexions sont performantes. Donc c'est malléable tout ça et c'est perfectible dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que si on pense des choses négatives en permanence et si on ne focalise pas notre attention en se dispersant tout le temps, eh ben on désamorce plein de connexions et on se prive de tout un tas de compétences qu'on pourrait avoir. Le deuxième ? Pardon, je suis un peu bavarde. Mais non, mais pas de problème. Parce que ça me passionne. Le deuxième bras de levier, c'est le corps. Et je crois que ça rejoint vraiment vos façons de faire qui sont admirables. C'est vraiment centrer son attention, du coup, sur la respiration. Pourquoi la respiration ? Pas seulement parce que Mathieu Ricard le fait non plus, mais simplement, je ne sais pas pourquoi je parle de lui. Et Mathieu Ricard, depuis tout à l'heure, ça me donne envie de boire un coup, moi, tout ça. C'est un grand méditant. Mais c'est simplement parce que vraiment, ou en cohérence cardiaque ou autrement, quand on abaisse sa fréquence respiratoire et quand on rend l'amplitude respiratoire plus grande, alors on actionne le système nerveux parasympathique dont on parlait tout à l'heure, dans le système nerveux périphérique. Et ce système nerveux-là communique très vite avec l'amygdale et a le même principe que l'hippocampe tout à l'heure en lui disant « shut down, c'est OK, il n'y a pas de problème, on va réagir, ça va bien se passer ». La respiration. Voilà, la respiration pour le corps. Et puis, s'il y a des émotions énergétiques dont tu parlais tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à décharger l'énergie dans le corps, hein, parce qu'en fait, l'émotion énergétique, la première intention, c'est de se mouvoir. Donc, il ne faut pas hésiter à faire du sport. Et la troisième, c'est les hormones. Alors, en fait, on ne peut pas agir sur nos hormones, nous, directement, ou on n'en a pas conscience en tout cas, mais en prenant du plaisir et en étant en lien avec les autres, en les regardant, en étant proche, ce qu'on a fait tout à l'heure un peu. Non mais ils vont s'imaginer des trucs là. Ça active, en fait, en favorisant dans l'entreprise des moments qui sont collaboratifs, mais autrement que liés aux objectifs. On tisse du lien différemment et on produit des hormones de type de l'ocytocine, mais aussi de l'endorphine, etc. Et là, on active des connexions très fortes avec le lobe frontal. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais il y a le reward system qui est vraiment fabuleux pour ça. Et on désamorce le cortisol qui est lié à une hormone qui est une hormone de l'action plus que du stress, mais qui désamorce, toutes les connexions avec le frontal qui sont les plus optimales en tout cas. Ok, se focaliser, respirer et des petits kiffs, ça c'est l'ordonnance. Yes. Ok, exactement. Très bien. Chloé, qu'est-ce qu'on peut faire en session de coaching là, pour avoir des exercices pour prendre conscience de ses émotions et mieux les maîtriser ? Je pense que le premier levier, c'est effectivement la prise de conscience. C'est-à-dire que les émotions, c'est compliqué à gérer quand en fait on essaie de les retenir. C'est-à-dire que quand on essaie d'aller contre. Parce qu'on essaie d'aller contre, comme on l'a dit, il y a une énergie, il y a quelque chose qui se passe et qui veut sortir. Et en général, on n'est pas très à l'aise déjà, et ça se voit. Et ensuite, surtout que c'est pas efficace. Donc moi, j'utilise souvent la métaphore de surfer la vague. Voilà, c'est une image que j'aime bien. C'est-à-dire que quand il y a une vague qui nous arrive dessus, je pense que le meilleur moyen de se faire mal et de se retrouver la tête contre le sable, d'avoir du mal à remonter à la surface, c'est soit d'ignorer la vague, soit d'essayer d'aller en contresens. Voilà. Donc moi, ce que j'invite plutôt à faire, c'est de la surfer. Voilà. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, ok, je le vois, et je vais la prendre. Et à force, je vais même éprouver du plaisir à me dire, ok, il y a quelque chose qui arrive, je suis à l'aise, je vais me tester et je vais y aller, quoi. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va vite, en fait. Très bien. Ça me fait penser à plein de choses que tu dis. C'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, en focalisant notre attention sur nos émotions, on n'est pas à l'abri de les faire changer, simplement comme ça. Jonathan ? Ah, enfin. Bah oui. Enfin. J'attendais mon tour. Enfin. Vous faites des exercices avec Happy Skills qui permettent de gérer tout ça. Est-ce que tu
peux nous expliquer Ouais, absolument. Déjà, si tu permets, je voudrais rebondir sur le propos de tout à l'heure de Stéphanie. Elle parle de levier. Nous, justement, on va agir sur un des leviers, c'est le levier corporel. C'est absolument ça. En fait, nous, par notre pratique, on constate que le comédien, en fait, il a une posture où il va essayer d'incarner. Et son but, c'est quoi finalement? C'est de mettre de côté ses émotions pour aller s'ancrer, aller jouer les émotions de l'autre, c'est-à-dire de son personnage. Et donc, on est parti de ce postulat pour élaborer une méthodologie et on s'aperçoit que le comédien, dans le théâtre d'improvisation, dans le théâtre, a une mallette d'outils incroyables pour développer, à mettre à contribution auprès des collaborateurs, des managers pour développer leur leadership notamment. Donc ça, c'est le premier. C'est la première chose, c'est ça. Tu as parlé de respiration. Je plus sois, nous plus soyons également. Tu plus sois. Je plus sois. D'accord. Sur ça, c'est-à-dire complètement, parfois face à une situation d'agression, on va avoir la volonté de tout de suite vouloir en découdre, et bien justement, par des exercices, du training, notamment de respiration abdominale, on va inviter à gommer des tics, à enlever du stress, à gommer le trac avant de monter sur scène notamment, ou de parler en public, et d'agir. Voilà. Et enfin, une troisième chose, pour répondre aussi à ta question de manière complète, on fait pas mal appel à la méthodologie au niveau du développement personnel et on est féru, pour ceux qui connaissent, de CNV, de communication non violente. Pour ceux qui connaissent, pour vous en dire un petit peu plus, dans les années 60, un certain Marshall Rosenberg va inventer une méthodologie où en fait il part du principe que dans la société, on parle régulièrement avec violence. Alors, on ne s'invective pas forcément, on ne se frappe pas dessus en permanence. En revanche, dans nos propos, de manière déguisée, on va parler avec agression. Lui, il préconise, il va développer une méthodologie qu'il va appeler l'OSBD, que je vais vous expliquer. Et dans cette OSBD, il propose dès la naissance, dans tous les contextes professionnels, privés, en famille, de parler de cette manière. Alors au démarrage, ça peut paraître un peu abrupt, très dogmatique. En revanche, ça permet de dévoiler les choses sans frustration et d'éviter le clash, en fait, tout simplement. Alors OSBD, là, si tu permets. Oui, bien sûr. Non, mais donc ça, on peut utiliser ça en entreprise, dans sa vie privée. Absolument, absolument. Alors, je vais en parler, mais au démarrage, peut-être faire... Parce que Marshall Rosenberg est un Américain, c'est peut-être pas forcément adapté à notre culture franco-française de parler comme cela. En revanche, essaimer comme ça en famille, faire une pédagogie de l'OSBD va permettre petit à petit de parler de manière non violente. En fait, le O, ça va être, en fait, tout simplement, au lieu de... Marshall Rosenberg vous dit que plutôt que de dire d'une personne, lui, il est bordélique. Il dit, attention, quand tu dis que quelqu'un est bordélique, tu portes un jugement. Il t'invite à te poser la question mentalement. La question suivante, c'est, ok, il est bordélique, qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Son bureau est systématiquement désordonné. Très bien, ça c'est factuel, ce n'est pas du jugement, dis-le. Et donc, tu vas aiguiser ton regard, tu vas être dans l'observation. Et en fait, petite précision, ce petit dessin n'est pas de moi, c'est le dessin conceptualisé par la méthodologie CNV. Donc en fait, ça va faire appel au cérébral, au regard, au cerveau. Je vais poser une observation sur une situation qui m'agace ou qui me rend heureux. Enfin, c'est le S de sentiment. Je vais donner mon sentiment. Et la langue française est merveilleuse parce qu'on le sait, elle nous permet de vraiment balayer toutes les intensités d'émotions. C'est pas pareil, je suis en capacité de dire je suis content, je suis joyeux ou je suis extrêmement enthousiaste. Donc on a possibilité de dire des choses avec beaucoup de nuances. Enfin, vous allez exprimer votre besoin. Et le besoin, je précise, dans cet état d'esprit, ce n'est pas un besoin matériel. Je n'ai pas besoin que tu m'envoies un mail ou que tu me livres une table. J'ai un besoin plutôt, en entreprise, ça va être plutôt un besoin d'unité, de solidarité, de confiance. Voilà le type de besoin auquel il fait référence dans sa méthode, dans son mouvement. Et enfin, les pieds. Pourquoi les pieds? Pour la demande. Je vais demander à l'autre, sans exiger, de faire une action qui pourra me contenter. Alors, tout ce que je dis, ça peut être un peu dogmatique. Et si tu permets, je solliciterai bien mon acolyte pour te donner un exemple concret. C'est juste que j'ai pas compris les pieds avec l'action. En fait, les pieds et l'action, en fait, c'est l'idée de mouvement. En fait. Okay, pour le moment, cette situation me frustre ou m'épanouit. Et j'attends de toi
une évolution, et donc D'accord. ça nécessite un mouvement. Ok. Voilà un petit peu Compris. l'image du petit bonhomme de Marshall Rosenberg. D'accord ? Alors tu nous montres ? Eh ben, un exemple concret, Livia, j'ai besoin de toi. Oui, je suis là, avec toi. Eh ben, alors voilà, on pourrait très bien dire quelque chose de manière violente, de cette manière. Alors, par exemple, on pourrait être en réunion un lundi matin, et puis Jean-Louis fait une blague sexiste. Bon, Émilie, t'auras pas le temps de t'en occuper, hein, car c'est le début des soldes demain, hein, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Quelques minutes après la réunion, Émilie s'adresse à Jean-Louis de manière donc violente, entre guillemets. Jean-Louis, ta blague en réunion était sexiste, j'ai honte pour toi. Si tu sais pas te contrôler, franchement, abstiens-toi de faire des blagues et ferme-la. Bon. Voilà. Une autre manière de dire Donc, la même chose. C'est ça. Voilà. Bon, en fait, Émilie aurait mieux exprimé ses sentiments d'une manière plus constructive, selon nous, en empruntant à l'OSBD de Marshall Rosenberg. Et ça aurait pu donner ceci. Jean-Louis, quand j'entends des blagues au sujet des femmes, ça me gêne et ça m'agace. Tu comprends ? J'ai un besoin de respect mutuel. Alors je te demande de réfléchir aux conséquences de tes blagues avant de les faire. Qu'est-ce que t'en dis ? Voilà. En fait, l'idée, c'est qu'on peut dire la même chose. On peut applaudir. Hein. On peut dire la même chose. Le message, si vous voulez... Merci. L'idée, c'est le même message, mais c'est moins clivant, c'est moins offensant, et un débat peut arriver. Alors, je l'entends déjà, je crois deviner une future question, c'est de dire, ok, mais c'est difficile de parler comme ça, certes. C'est très difficile, mais c'est une pédagogie. Il faut savoir émettre ce type de message et être en capacité de le recevoir. Et puis surtout, la première vertu de cet outil, c'est que ça va être un formidable outil d'auto-analyse de vous-même. Vous allez être en mesure de savoir qu'est-ce qui vous fait agir, qu'est-ce qui vous met en colère, qu'est-ce qui vous fait honte, qu'est-ce qui vous met en joie, ou des choses comme ça. Ok ? Je peux me permettre d'illustrer avec un deuxième cas ? Ouais. Alors voilà, donc le cas cette fois-ci, Jean-Louis cherche Émilie et il lui dirait dis-moi, tu sais où est Émilie ? Je la cherche depuis tout à l'heure. Émilie, je l'ai vue partir il y a bien 1 heure déjà. Hein. Ah, depuis 1 heure ? Ok, très bien, t'inquiète pas, lundi je vais m'occuper d'elle. Ça va chauffer. Bon, lundi se déroule la scène suivante. Ouais, bravo, oui, bravo. Tu t'es bien sauvé vendredi à 16h alors que tout le monde était sur le pont. Perso, moi je suis rentré à 21h. T'avais besoin de prendre ton après-midi, c'est ça ? Il y en a qui se font vraiment plaisir. Hein. Le fameux après-midi, effectivement. Le fameux après-midi, voilà. Donc, effectivement, là, c'est pas très constructif. Jean-Louis n'exprime pas très clairement ses émotions, et puis surtout, il n'ouvre pas le dialogue. Donc, ça aurait été mieux s'il l'avait dit d'une autre manière. Donc, selon un OSBD, je l'aurais dit de cette manière, plus ou moins. Tu sais, Émilie, voilà. Avec l'équipe, on est parti super tard vendredi, et tu es parti, toi, à 16h. Sur le moment, moi, je me suis dit que j'étais en colère, voire même exaspéré, franchement. Donc moi, tu sais, j'ai un besoin de solidarité, j'ai un besoin de respect mutuel. Alors, je te demande dorénavant d'anticiper la masse de travail collective avant de quitter ton poste, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses ? On peut en parler, hein ? Parlons-en. Voilà. Ok. Ouais. Donc là, effectivement, si on décortique un peu, on voit bien que l'observation, c'est avec l'équipe, on est parti tard et toi, tu es parti à 16h. Le sentiment de Jean-Louis, c'est ça m'a exaspéré et mis en colère. Son besoin, c'est un besoin d'unité et de solidarité dans les équipes. Et sa demande, c'est je te demande d'apprécier la quantité de travail collective avant de quitter le bureau. Voilà. Mais du coup, c'est un 2 en 1. Ça permet de faire passer un message tout en gérant son émotion et déconstruisant l'émotion qu'on a. L'idée, si vous vous sentez de le faire et vous êtes en capacité de le faire, c'est vraiment de purger la chose. C'est-à-dire de purger votre émotion, de dire à l'autre votre frustration ou votre bonheur. Mettre des mots, sans frustration. Ce qui s'est passé là en l'espèce, c'est que la personne était en colère vendredi. Bon, elle a eu le temps du week-end pour que ça redescende. Mais lundi, plutôt que d'aller au clash, elle a choisi d'être un peu dans la construction et de lui dire la même chose, mais de manière plus factuelle, sans jugement. Et c'est ça permet en fait d'éviter la posture qu'on a très souvent de passive-agressive. C'est-à-dire soit on est passif et on ne dit rien, et donc on roge son frein et on garde quelque chose en travers de la gorge, soit à un moment donné on a la moutarde qui monte au nez et on le dit de manière agressive. Là, c'est une technique qui permet de dire tout ce qu'on a sur le cœur, mais de le dire sans vexer l'autre, de manière constructive. Okay, merci Happy Skills. Alors, je tiens à préciser que nous, on l'a testé et éprouvé chez Noah. Donc, effectivement, ça nous semblait un petit peu ardu au départ et on s'est entraîné. On a fait ça une journée entière, on s'est régalé et on s'est entraîné. On continue de s'entraîner aujourd'hui, donc ça marche. Voilà. Il y a un micro qui fait du bruit.
Il est temps. C'est bon ? Ok, parfait. Ouais, je continue, je pose la question à Livia, peut-être, oui, pour rebondir. Alors, merci déjà pour cet exercice. Livia, j'avais une question pour toi. Est-ce qu'une forte émotion, ça peut aider un collaborateur en entreprise à être meilleur, un peu comme vous, acteur, parce que vous êtes acteur par ailleurs, quand vous montez sur scène et que vous avez vraiment le trac, vous sentez un peu vous pousser des ailes et voilà, vous donnez le meilleur de vous. Oui, effectivement, le théâtre, c'est un exemple assez emblématique pour montrer qu'une très forte émotion peut être positive. Et une émotion qui, a priori, n'est pas positive, comme le trac. Puisque le trac, c'est un stress, c'est aussi une peur. C'est la peur de s'exprimer en public, de s'exposer. Mais c'est une peur qui, si elle n'est pas présente, va énormément manquer. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a le trac ? On a peur. Et qu'est-ce qui se passe dans le corps ? En fait, on va avoir tous ces sens en acuité maximale. En acuité maximale, pourquoi ? Diriger vers un but, celui de faire bien sur scène, de performer, de briller, de se transcender, de tout donner à ses partenaires et à son public. Et le stress du trac, quand il est bien utilisé, il sert à ça. Nous, les comédiens, on constate, et on l'a constaté avant de jouer, quand on n'a pas le trac, c'est très mauvais signe. Ça veut dire qu'on va jouer avec beaucoup moins de talent que quand on ressent ce trac qui nous galvanise au début. Donc, tout est une question de ne pas se laisser envahir, paniquer, ne pas se laisser scléroser par le trac, mais l'utiliser pour se mettre en mouvement, comme disait tout à l'heure, exactement prendre la vague et se mettre en mouvement, comme disait Chloé. Et d'ailleurs, c'est ce qui... y a une grande actrice du début du XXe siècle, Sarah Bernard, qui avait dit à une jeune actrice « Ne t'inquiète pas, le stress, ça viendra avec le talent ». Donc c'est exactement ça. Et je pense que c'est tout à fait transposable au monde de l'entreprise. C'est-à-dire que si on laisse ses émotions au vestiaire, qu'on ne vient pas travailler avec ses émotions, on risque de faire son travail avec beaucoup moins de talent. Parce qu'on ne sera pas guidé, animé par de fortes émotions. On le voit bien, par exemple, avec des personnages publics qui sont hautement performants dans leur domaine, qui ont mené des projets incroyables à bien et qui ont exprimé de très fortes émotions. Jonathan me rappelait récemment Simone Veil à l'Assemblée nationale, qui, après avoir fait passer la loi sur l'avortement, s'écroule littéralement sur son bureau en pleurs. Bon, Simone Veil, c'est quelqu'un de performant professionnellement, je crois qu'on ne peut pas le nier. Et là, elle exprime une émotion extrêmement forte, elle n'hésite pas à le faire. Et je pense même que si elle n'avait pas été animée par cette émotion pour mener ce projet de loi, elle n'y serait pas arrivée. Donc c'est bien la preuve que les émotions, il faut bien les gérer, comme on l'a vu avec la CNV, mais il ne faut absolument pas les réfréner parce que c'est ça qui nous donne le supplément d'âme pour exceller, pour déplacer des montagnes, pour trouver des solutions créatives et qui nous rend performants au travail. Merci Livia. Alors on repasse à Chloé. Donc Chloé, vous vous souvenez, on l'a présenté Chloé au tout début de la table ronde. Tu es coach certifié en intelligence émotionnelle. Alors tu peux nous en dire plus concrètement? Tout un programme. Coach certifié en intelligence émotionnelle. Comment ça marche? Alors donc j'ai parlé pas mal de l'intelligence émotionnelle. Je vous ai présenté la roue avec les compétences. Ce que je vous ai dit aussi, c'est que pour moi la première chose à faire quand quelqu'un vient me voir en me disant j'arrive pas à gérer mes émotions, j'ai besoin d'aide, c'est de faire un diagnostic sur son intelligence émotionnelle, c'est-à-dire d'évaluer son QE. Donc, c'est ce que vous voyez juste derrière. Donc vous avez en haut, tout en haut, en violet, oui c'est ça. En violet, vous avez le total de QE, donc qui se lit. Donc je vais reprendre dans l'ordre. Donc comment ça se lit? Ce rapport. Donc vous avez les 15 compétences dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont sous les 5 items que je vous ai présentés. Et en fait, comment je prends ça? Donc, je vais le reprendre dans le bon sens, on va y arriver. Alors, donc, comment ça se lit? Vous avez un tableau avec des indices. Donc, on a évalué les 15 compétences de l'intelligence émotionnelle. Entre 90 et 110, vous êtes dans la norme. Au-dessus de 110, vous avez la compétence qui est surdéveloppée par rapport à la norme. Et en dessous de 90, la compétence est sous-développée par rapport à la norme. Donc comme on le voit dans le cas qui est ici, et qui rend les choses un peu plus concrètes, parce que nous, on parle de, oui, on va exprimer ses émotions, on va faire ça, etc., machin, mais c'est pas forcément facile pour tout le monde. On n'est pas armé de la même manière. Pourquoi? Parce que notre vie fait qu'il y a des compétences qu'on a développées et d'autres qu'on a peu développées. Et donc on va pas être les mêmes dans les situations, pour certains qui vont être OK et pour d'autres qui ne vont pas l'être du tout. En fait, moi, je fais ce diagnostic parce qu'il me permet de voir non seulement les axes de développement, donc ce qui peut poser problème dans le fonctionnement émotionnel de la personne, mais aussi et surtout ses forces. Voilà.
Parce qu'en général, on est assez focalisé sur ce qui ne va pas, on est assez conscient de ce qui ne va pas. Oui, j'arrive pas à me contrôler, non, je ne sais pas gérer mon stress, ok. Et à l'inverse, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on sait faire. Et la façon dont on travaille en intelligence émotionnelle dans le coaching, c'est qu'en fait, on va travailler sur les équilibres, mais surtout sur les déséquilibres. Voilà. Et c'est ça qui va poser des problèmes dans le mécanisme émotionnel de la personne. Et en fait, on va aller chercher toutes les forces que la personne a pour pouvoir mettre en mouvement ce qui ne va pas. Voilà. Donc dans le cas présent, si on regarde, on a par exemple une personne qui a une flexibilité à 121, donc extrêmement développée par rapport à la norme. Je vous rappelle que la norme est entre 90 et 110. Donc on a quelqu'un qui est extrêmement flexible. Ce que ça veut dire, c'est que c'est quelqu'un qui est très créatif. Pas créatif dans le sens artistique, ça pourrait aussi, mais créatif dans le sens où c'est quelqu'un qui va trouver 4 milliards d'options différentes voilà, par rapport à un projet. C'est quelqu'un qui va savoir rebondir, c'est quelqu'un qui est extrêmement précieux dans une entreprise et dans une équipe. À l'inverse, on le voit, c'est quelqu'un qui a une résolution de problème à 65. Ok, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce déséquilibre? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va être capable de vous pondre un document avec 4 milliards d'options possibles, mais qui, quand il va s'agir d'identifier qu'il y a un problème et de résoudre le problème et de se mettre en action, il va être en grande difficulté. Voilà. Donc c'est un profil, à peu près en tout cas en entreprise, de créatif. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un qui va avoir plein d'idées, mais qui va avoir du mal à se mettre en action et qui aura besoin d'un chef de projet pour le driver. Voilà. Donc comment on travaille avec quelqu'un qui est comme ça? Parce que c'est OK, après tout. Moi, je n'ai pas de volonté de vouloir pousser tout le monde à 145, on s'en fiche. Là où c'est important de le travailler, c'est quand ça pose un problème. Donc là, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir en me disant « mais moi, j'ai un problème, j'arrive pas à me mettre en action, j'ai plein d'idées, mais j'arrive pas à mettre en place, comment je peux travailler ?» Et bien moi, cette personne, je vais l'inciter à aller regarder toutes ses forces. Donc la première, c'est la conscience de soi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de se rendre compte quand il est en train de rentrer dans son mécanisme, de se dire « ah, là, j'ai plein d'idées, mais en fait, je ne vais pas arriver à aller au bout. » Ah, je commence, en fait, non, j'ai envie de faire autre chose. Je commence, ah, j'ai encore envie de faire autre chose. Ah, en fait, j'ai envie de faire ça, je préférerais faire ça. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a une conscience de lui qui est assez développée et donc qui va sentir ça. Donc déjà, comme je dis, c'est le plus important. Quand on commence à sentir ce qui est en train de se passer, on a beaucoup de matière pour travailler. Et derrière, c'est une personne que je vais aller inciter à travailler sur toutes ses facultés relationnelles. Pourquoi? Parce qu'elles sont à 109, elles sont assez développées. Donc c'est quelqu'un qui a une grande capacité à développer des relations humaines qui sont mutuellement satisfaisantes. Donc c'est quelqu'un qui sait extrêmement bien travailler avec les autres et de façon constructive. C'est quelqu'un qui a une bonne empathie, c'est quelqu'un qui a une responsabilité sociale importante. Voilà. Donc moi, je vais l'amener là et je vais lui dire, OK, quand tu es dans ce cadre-là, c'est-à-dire tu as besoin de mettre en place, mettre en action une solution, tu sens que tu n'y arrives pas, parce que tu as ta conscience qui est développée, qu'est-ce que tu peux faire au niveau de tes relations sociales? Et là, les choses se mettent en place. OK, c'est vrai que je pourrais aller solliciter telle ou telle personne, je pourrais aller expliquer ce qui se passe, etc. etc. Et c'est comme ça, en fait, que la personne va pouvoir comprendre comment elle fonctionne, mais aussi surtout ce qu'elle peut mettre en place, parce que chez elle, c'est facile. Voilà, ces relations humaines, c'est quelque chose qui est facile. Ok, super, bah autant aller là-dessus. Plutôt que d'être focalisé sur, tu as une résolution de problème qui est basse, non, bah force-toi, tu prends ton cahier, tu te forces, là il faut que tu te mettes en action, force-toi, ça ne marchera pas. On ne peut pas aller contre ce qu'on a. Par contre, en allant chercher autre chose, d'autres compétences qui sont développées et qui sont ok, on pourra résoudre la situation qui pose problème. Ok, merci pour cette démonstration. C'est bon ou c'est clair? Donc merci pour cette démonstration. C'est pas le mien, hein. C'est ça que tu voulais préciser? Non, je voulais préciser que là aussi, on a testé chez Enoa, donc elle m'a analysé, Chloé, mon quotient émotionnel, et je me suis régalée. C'est quand même une expérience. C'est vrai. J'avais besoin de le dire. Donc avec ce type d'exercice, avec ce... Toi aussi? Oui, okay. Chloé m'a analysé aussi. Donc il n'y a que moi qui ne l'ai pas fait, quoi. Ok, très bien. Prendre conscience de l'émotion des autres, c'est aussi un moyen de pouvoir capter une information et de mieux la traiter. Et pour... voir comment on peut prendre conscience de l'émotion des autres. On voulait faire un petit exercice avec Happy Skills. Vous vouliez nous démontrer l'importance de prendre conscience de l'émotion des autres. Oui, exactement, David. Avant qu'on en discute, on avait envie de faire expérimenter un petit peu un exercice que nous, on fait en formation et qui sert à poser la problématique de la prise en compte des émotions des autres. Alors pour cela, je vais faire appel à Jonathan. Alors, c'est le moment où je vais un peu me lever. Moi aussi, d'ailleurs. Et voilà. Et puis, on va vous demander... Et normalement, je vais vous poser une question et je vais activer chez vous beaucoup d'émotions. En tout cas, chez certains d'entre vous, je vais solliciter avec bienveillance, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. 4 personnes du public qui
pourraient venir avec nous Des volontaires pour qui faire veulent bien une se petite prêter expérience cet un peu exercice. rigolote. Et je vois La que démarche est très il y a bienveillante. beaucoup de- Ah, merci. Ah. Une courageuse. Merci, bienvenue. Est-ce qu'on peut faire appel Ah, aux très bien. Bah voilà, ça fait Super. 2, 3. On 4. a les 4 personnes, je vous remercie. Parfait. Eh ben, on va vous demander de venir deux à ma droite pour former un Voilà, binôme. 2 binômes. Et s'il vous deux, plaît. est-ce que tout le monde vous voit, j'ai bien l'impression. Voilà. Et puis, lançons l'expérience, si vous voulez bien. Alors voilà, vous allez vous mettre face à face avec votre binôme. Et puis, vous allez baisser la tête. Vous fermez les yeux si ça vous aide à trouver de l'intériorité. Et puis là, vous allez penser à une émotion très simple, une émotion basique, comme la joie, la colère, la peur, la honte. Voilà, une émotion vraiment basique que vous allez essayer, quand je vous demanderai de lever la tête dans quelques instants, d'exprimer sur votre visage. Donc voilà, on va faire un petit peu de théâtre. Vous ne direz rien, juste, vous allez regarder votre partenaire en exprimant cette émotion sur votre visage et dans votre corps. Alors, faire un geste très simple, on ne vous demande pas des choses très compliquées, mais c'est vrai que quand on est en colère, on n'a pas la même posture corporelle que quand on est content. Donc, essayez de trouver un petit geste simple qui exprimerait aussi cette émotion. Donc, quand vous vous sentez prêt, levez la tête et regardez votre partenaire en essayant surtout de maintenir l'émotion que vous avez choisie. Allez-y. Voilà. Donc, je rappelle, vous vous fixez et vous proposez à l'autre l'émotion que vous souhaitez défendre. Exactement. Essayez de maintenir votre émotion, voilà. Et peut-être qu'en vous regardant comme ça, vous allez penser à une situation de la vie quotidienne. Qu'est-ce que vous pourriez être en train de vivre? Une situation simple, je sais pas, moi, scène de ménage, dispute au boulot. Qu'est-ce que ça pourrait vous évoquer, l'émotion que vous transmet votre partenaire, et vous, ce que vous lui transmettez? Est-ce que ça vous fait penser à une situation de la vie quotidienne? Voilà. Essayez de penser à quelque chose. Essayez d'exprimer corporellement aussi, comme avec un petit geste, votre émotion. Voilà. Là, peu à peu, avec le geste et le regard, chacun, probablement, est en train de se raconter une histoire. Vous êtes probablement en train de vous connecter à l'autre. Voilà. On va laisser encore quelques secondes, Lydia. Quelques secondes, essayez de maintenir. Ok, Voilà. vous pouvez arrêter. Merci, Bravo, on peut bravo, les applaudir. bravo. C'est pas évident. Alors, moi, ce qui m'intéresse... Qu'est-ce que ça dit tout ça? Tout ça, en fait, on va obtenir un petit peu leur vécu. Leur ressenti, ouais. Leur ressenti. Alors, je vais commencer par vous deux. Qu'est-ce que vous aviez quoi? Vous vous êtes raconté probablement une histoire. Est-ce que vous avez senti avec votre partenaire à un moment donné une connexion? Et s'il y a eu histoire, quelle était l'histoire? Ça nous intéresse. Moi, j'ai commencé par exprimer de la colère, mais comme il regardait pas mes mains, je ne sais pas s'il l'a vu, j'ai ressenti de la tristesse de sa part. Et ensuite, cette tristesse évolue en peur. Donc, je sais pas. Chez lui. Donc tu as vu son sentiment évoluer. D'accord. Ouais. Alors, Et on va demander. Tu dis qu'il a eu de la tristesse. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'en face, on a incarné de la tristesse? J'ai bien ressenti la tristesse au départ, qui s'est transformée petit à petit en une sorte de reproche. Intéressant. Donc, en entendant ce que tu viens d'exprimer, je retrouve justement ce que j'ai ressenti. D'accord. Donc, donc tu as parlé d'une première émotion en face, puis une évolution du deuxième. Pourquoi? Est-ce que tu as eu l'impression que l'émotion envoyée était en train de changer? Tu penses que tu étais contaminé par son émotion ou pas? Est-ce que son émotion venait gêner, influencer l'émotion que tu lui proposais? Non. En fait, au début, j'ai pensé que c'était de la peur et c'est quand elle a demandé de l'exprimer moins avec le visage, mais aussi avec le corps, que j'ai compris plus dans les expressions qu'il commençait à adopter, qui réagissaient peut-être à mon expression à moi. C'est ça. Qui, du coup, a senti le reproche dans ses yeux ou la peur. Il a fait un geste avec la main. Il y a un échange d'émotions. C'est quand même très intéressant de voir tout ce qui peut se passer. Je vais juste sonder de l'autre côté l'autre binôme, savoir un petit peu qu'est-ce que vous avez, quelle émotion vous avez incarnée, qu'est-ce que vous avez ressenti chez l'autre et quelle histoire vous êtes racontée s'il y a eu histoire. Moi, j'ai surtout voulu faire passer de la joie et de la bonne humeur. Vous confirmez, vous avez ressenti ça? Oui, tout à fait. Et de son côté, au début, la posture de ses bras me laissait penser qu'elle était peut-être un peu en colère ou méfiante. Et au fur et à mesure, j'ai senti que le regard changeait, elle se mettait à sourire.
Elle a relâché un peu les bras aussi, donc j'ai l'impression que ça a à peu près fonctionné. Et ça a évolué donc aussi. J'ai l'impression. Quel était le sentiment que tu avais choisi ? La joie également. Et en fait, l'évolution, c'est, je dirais que en la regardant, j'ai compris qu'on éprouvait la même sensation. Et moi, en la voyant éprouver cette sensation aussi, ça a renforcé la mienne. Et au fur et à mesure de l'expérience, on est monté en intensité toutes les deux et l'émotion s'est renforcée en fait. Donc chacune, votre émotion s'est renforcée. D'accord. Au contact de l'autre. Livia, quelle conclusion tu tires de ces propos ? Alors juste avant, est-ce que vous avez imaginé une situation de la vie dans laquelle vous pourriez vous trouver là ? C'est personnel, je suis très contente de participer. Et Mais ça m'a beaucoup stressée de venir là. Je me suis dit, je vais essayer de dompter ça. Voilà, exactement. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut en dire du coup ? Et de votre côté, est-ce que vous avez eu l'impression de vivre une situation ? Je me suis laissé porter plutôt par l'histoire, l'échange justement d'émotions. Ce que vous venez d'exprimer, je l'ai bien ressenti, le fait qu'on se nourrisse mutuellement de nos émotions. Après, le rapprocher d'une situation quotidienne, là, comme ça ne me vient pas naturellement. C'est surtout au niveau émotionnel, une peur qui rencontre justement une tristesse, puis il y a une sorte de reproche derrière, d'incompréhension. Pourquoi oui, donc tu ne me comprends pas ? Il y a quand même un début d'histoire là, hein, une sorte de pourquoi tu ne comprends pas, des reproches, presque un truc qui pourrait se trouver dans une situation de couple, par exemple. Alors, ce qu'on peut en conclure de tout ça, c'est quoi ? C'est un petit exercice qui montre plusieurs choses. Premièrement, il montre qu'on échange des émotions même quand on ne se parle absolument pas. C'est-à-dire qu'on est simplement en présence l'un de l'autre, on est dans le silence et on échange, on vit plein de choses. Il y a une histoire, les émotions évoluent. Et ça, c'est valable au travail. C'est-à-dire que parfois, on est dans un open space, on ne parle pas à son voisin, mais on ressent des choses. Son manager passe à côté de nous, il a l'air énervé, et hop, ça nous fait ressentir des choses, on se sent coupable, mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu ? Donc voilà, les émotions passent dans le non-verbal, et énormément dans le non-verbal. Donc c'est le premier enseignement. Le deuxième, c'est quoi ? C'est qu'on a vu des deux côtés que les émotions ont évolué, et que parfois, les émotions de l'un ont été contaminées, ou en tout cas influencées par celles de l'autre. Alors ça a pu monter en intensité, l'émotion a pu se modifier un petit peu au contact de l'autre, mais donc ça montre bien qu'on est extrêmement dépendant des émotions des autres et qu'on est facilement contaminé par les émotions des autres. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. On vous applaudit. Merci vous tous les quatre. Alors, on va rentrer dans les dernières minutes de cette soirée et on aura des questions, on pourra échanger parce qu'on me dit dans l'oreillette que les bulles dans le champagne crépitent. Mais là, on parle de style de communication aussi finalement, de la manière d'exprimer son émotion à l'un, de le recevoir. C'est un sujet sur lequel vous travaillez beaucoup. Pas très technique, c'est plus émotion. C'est plus émotion. Oui, en effet, on travaille beaucoup ça dans les entreprises. Hein. On a parlé tout à l'heure de l'iceberg, mais il y a aussi quelque chose d'important dans le relationnel et dans la relation à l'autre. C'est ce qu'on appelle la style de communication. Comment je communique et comment je m'exprime. Alors, on a, c'est vieux, hein, ça date déjà du siècle dernier. On a commencé à décrypter et à regarder un petit peu les comportements, ce qu'on voit, le fameux iceberg, depuis les années 1928-1930. Il y a beaucoup de choses qui ont découlé de ça et je pense que ce que je vais vous montrer va faire appel à des connaissances. En fait, on se dit que dans notre comportement, il y a quatre styles de comportement. On a un premier axe sur une matrice où on va dire les gens qui sont dans le haut de la matrice sont des gens qui sont tournés vers l'émotion, qui vont être capables d'exprimer beaucoup leurs émotions. Ceux qui sont dans la matrice, en bas de matrice, c'est ceux qui sont plus dans la retenue, plus dans la réserve, qui vont avoir du mal. Et au travail, vous les rencontrez, ceux-là, c'est en général ceux du haut. Vous savez exactement tout ce qui se passe chez eux, s'ils ont des enfants, s'ils sont mariés, s'ils divorcent. Et puis ceux qui sont dessous, ils parlent que de boulot. C'est pas la peine d'aller. Voilà, je crois qu'il y a une illustration d'ailleurs. Oui, on va la voir tout à l'heure. Et voilà. en fait, quand on partage, on peut partager également dans le sens. Là, voilà, exactement. On a fait l'horizontal, on va faire le vertical. On a aussi l'axe de l'ascendance. On a les personnes que vous allez reconnaître aussi, qui sont sur cette partie, donc à ma droite et à gauche pour vous, qui sont les gens qui vont être dans le leadership, qui prennent de la place, qui imposent leur idée, qui sont plutôt. Vous les voyez dans la réunion en général.
général, c'est toujours ceux qui parlent plus fort, plus, donc ils sont de ce côté-là. Puis de l'autre côté, on a les gens qui sont ce qu'on appelle dans le consentement, qui vont être beaucoup plus dans l'écoute, qui vont attendre qu'on pose la question, qui vont même essayer toujours de chercher le consensus. Et quand on partage en effet ces deux axes, on se retrouve avec quatre styles de communication que vous retrouvez dans les entreprises. Et chacun de ces styles n'exprime pas leurs émotions de la même façon. L'important, c'est de savoir, quand vous êtes face à un collaborateur, un manager, c'est celui qui va être capable de décrypter l'émotion, donc faire preuve d'empathie, et de comprendre où est son collaborateur dans cette matrice. Est-ce que c'est quelqu'un qui exprime beaucoup ses émotions? Est-ce qu'il les exprime fort? Donc là, on va avoir affaire à un promouvant. Est-ce que c'est quelqu'un qui exprime ses émotions, mais qui est plus en retrait? On va plus avoir affaire à un facilitant. Est-ce que c'est quelqu'un qui va s'exprimer, se mettre en avant, mais qui est vraiment sur le projet, ce qu'on appelle les gens qui sont très tournés vers l'objectif? Donc on va être chez les contrôlants. Et puis l'autre côté, les gens qui sont et dans la réserve et qui parlent de projet sont ceux qui sont plutôt les experts de l'entreprise, les gens qui font des dossiers, qui analysent, ce qu'on appelle les analysants. Donc la grille, elle est simple là quand je vous l'explique. Hein, c'est à peu près 2 jours de formation dans les entreprises. Mais en tout cas, se connaître soi-même, je suis sûre que vous avez tous fait l'exercice en disant tiens, où suis-je sur la matrice? Où je me situe? Parce que c'est important de se connaître soi-même. Est-ce que je suis un haut, un bas de matrice, un gauche ou un droite? Et puis ça va aussi, ça doit germer dans votre esprit de dire ah tiens, le collaborateur avec qui je m'entends pas du tout. Il y a un vrai degré de sympathie qui est à 0 sur l'échelle de Richter. Pourquoi? Peut-être que lui il est complètement à l'opposé dans la matrice et c'est pas facile. Il n'y a aucun des styles qui n'est pas bon. Tous ont des forces et des points de vigilance, des points forts et des points d'effort. Mais ce qui est important, c'est de savoir décrypter l'autre et de comprendre comment il va exprimer son émotion, parce que forcément, il n'y a aucun des 4 qui va exprimer de la même façon. Ok, merci beaucoup. On va passer à la dernière question. N'hésitez pas, le micro passe pour poser des questions. Tu veux compléter? Oui, je voulais juste préciser quelque chose, je me permets, je vais faire rapide. Par rapport au CNET qu'on a vu, souvent en entreprise, on confond 2 compétences que sont l'empathie et l'indépendance émotionnelle. Et c'est quand même important de le préciser, c'est pour ça que je prends le temps, c'est que l'empathie, je pense que c'est assez clair pour tout le monde, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre et de comprendre l'autre. Jusque-là, tout va bien. Attention à l'indépendance. C'est-à-dire que l'indépendance émotionnelle, c'est le fait de ne pas se laisser bouleverser par l'émotion de l'autre. Voilà. Et ça, c'est une compétence qui peut être, si elle est peu développée, qui peut être un vrai frein au leadership, parce que ça veut dire que dès que quelqu'un va nous amener une émotion qui est hyper forte, nous, on va basculer aussi et ce ne sera pas forcément très constructif. Voilà. Donc, c'est important juste d'avoir bien ces 2 notions-là de oui, ok, je prends le temps, je comprends l'autre, j'adapte aussi. Si je sens que ce n'est pas le moment pour lui d'entendre ce que j'ai à lui dire, je vais attendre, ok. Par contre, moi, je ne suis pas bouleversée. Voilà. Très bien. Donc, je disais que le micro passe, donc n'hésitez pas à vous montrer si vous voulez poser une question. J'ai une dernière question à vous poser, à vous toutes et vous, monsieur. Voilà. Quels conseils on pourrait donner à nos enfants qui vont être les futurs travailleurs de demain, avec une vie professionnelle apaisée, en toute gestion des émotions? Caroline, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à nous qui sommes parents et pour voilà. Ok, merci. Chaud. J'ai beaucoup de choses à dire aux parents, ça c'est sûr, parce que moi, leurs enfants, je les ai dans les entreprises depuis 30 ans, donc je vois l'évolution. En tout cas, ce qu'il faut prendre conscience très rapidement, c'est l'iceberg de vos enfants. Quand ils sont petits, ils sont venus avec leur ADN. Vous ne changerez pas le package, hein, c'est venu avec. Vous n'allez pas changer la couleur des yeux, des cheveux, ni le tempérament. Mais il faut être hyper attentif à comment, qu'est-ce que je lui donne. Nous sommes des êtres de sens et nous sommes des homo sapiens. Donc on apprend en observant. Donc tous les enfants vous observent et vous imitent. Donc attention à ce qu'on peut faire. J'ai beaucoup de parents qui disent « je ne comprends pas, mes enfants disent beaucoup de gros mots ». Que sans doute, ils en entendent quelque part. Donc voilà, parenthèse. En tout cas, déjà, leur construire leur iceberg, regarder la matrice et se dire, OK, est-ce que c'est un enfant qui prend de la place, qui n'a pas de problème à s'exprimer, ou est-ce qu'il est plutôt réservé? Est-ce qu'il est plutôt dans l'émotion? Il a du mal à gérer ses émotions? Est-ce qu'il est plutôt... C'est un enfant, on sent qu'il n'y a pas d'émotion, mais en effet, il faut observer ça très rapidement et très jeune. Je repasse tout à l'heure ce que disait à Chloé sur les émotions. C'est important de dire à un petit garçon, oui, tu as le droit de pleurer, parce que exprime tes émotions, c'est pas ni féminin ni masculin de vouloir pleurer. Oui, c'est important parce que moins on a géré ses émotions petits, moins on a appris à les gérer et à s'autoriser justement à les exprimer, plus dans l'entreprise on aura des difficultés parce que dans l'entreprise on vit au quotidien, je dirais même toutes les 10 secondes,
des émotions, parce qu'on est en groupe, parce qu'on est entre homo sapiens, Ouais. et que c'est pas facile tout le temps. Voilà. Ok, merci. Chloé, ce dernier mot pour nos enfants. Oui, et qu'on se rassure. C'est-à-dire qu'un enfant qui a des émotions ne sera pas un sociopathe. C'est plutôt une bonne nouvelle, c'est rassurant. Moi, je dirais que oui, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il faut les libérer. Je pense qu'il faut les décomplexer. Quand je dis libérer, c'est pas les laisser s'énerver dans tous les sens. Non, leur apprendre justement qu'ils ont le droit d'être en colère, qu'il faut, qu'ils identifient ce qui se passe, ce qu'ils ressentent et le besoin qui va avec et qu'ils sachent l'exprimer. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que l'enfant aura le droit de faire des colères. Voilà. C'est pas ça du tout. Hein. Mais c'est vraiment que lui puisse avoir conscience de ce qui est en train de se passer et qu'il puisse le formuler pour donner aussi de la matière à l'autre, pour pouvoir lui expliquer pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Jonathan, vous travaillez aussi beaucoup dans les écoles, je crois, avec Happy Skill Formation. Oui, absolument. Je confirme. Et ben moi, j'ai 2 conseils. Pour aller dans votre sens, il ne faut pas réfréner, selon nous, les émotions. En effet, face à une émotion qu'on appelle légitime, si l'enfant pleure suite à une chute ou à un chagrin, eh ben c'est nécessaire. C'est légitime qu'il puisse pleurer et exprimer par tout moyen son chagrin. Donc ça, il faut l'encourager, d'une part. Et le deuxième conseil, il faut peut-être l'approcher comme un jeu. Peut-être imprimer un petit bonhomme OSBD sur votre frigo et faites des tentatives. Ou, j'ai envie de vous dire, invitez votre enfant à la fin de sa journée à faire son bilan émotionnel. Raconte-moi aujourd'hui, à quelle occasion tu as rigolé? Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu rigoles? Quelle connexion tu as eue? À quel moment tu as eu de la tristesse? Tu as pu être gêné et être honteux? À quel moment? Et vous allez l'aider à réfléchir, à mettre des mots sur des émotions et connaître sa cartographie émotionnelle. Livia, on peut les inscrire au théâtre aussi, les enfants. Exactement. Moi, je ne peux que conseiller aux parents de faire du théâtre à leurs enfants le plus tôt possible parce que c'est un outil ultra puissant d'exploration de ses propres émotions, d'expression de ses émotions aussi, de les exprimer de manière cohérente avec le ressenti qu'on a et puis aussi d'écoute de l'autre, surtout. Le mot d'ordre au théâtre qu'on nous répète tout le temps, c'est écoutez-vous, écoutez votre partenaire, écoutez-vous, essayez d'interpréter les émotions de l'autre et de les comprendre. Et ça, c'est un outil qui est nécessaire en entreprise également, l'écoute. Je pense que c'est d'autant plus important maintenant qu'effectivement, il y a l'émergence des intelligences artificielles sur le marché du travail. C'est plus de la science-fiction, ça va arriver à court terme. Et tous les rapports le montrent, notamment un rapport de la Banque mondiale qui est sorti en 2019 sur The Changing Nature of Work, qui analyse l'impact des intelligences émotionnelles dans le monde du travail et qui montre bien que ces intelligences artificielles vont remplacer les humains sur des tâches analytiques, d'agrégation de data, d'expertise technique, puisqu'elles sont plus puissantes à ce niveau-là que le cerveau humain. Et ce qui va rester, le domaine qui va rester à l'humain, c'est justement les compétences cognitivo-comportementales, le relationnel. Voilà, toutes ces compétences qui ne peuvent pas être faites par les machines. Donc, mettez vos enfants au théâtre le plus tôt possible pour les perfectionner dans ce domaine. Et si jamais ils n'ont pas été au théâtre, nous, on corrige le biais avec Happy Skills dans les entreprises pour les adultes. Ok. Vous pouvez vous inscrire pour vos enfants. Stéphanie, le mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour nos enfants? Je pourrais que valider ce qui vient d'être dit joliment, et cette heure le montre. Je crois qu'on a tous, en tant qu'adultes, une grande responsabilité face aux gens qui prendront la place dans les organisations de demain, comme on disait tout à l'heure. Et notre plus grande responsabilité, je crois que c'est de leur montrer qu'on est humain. Et du coup, je vois 3 choses ou 4 choses qui ont été dites là déjà un peu. C'est vraiment apprendre à porter son attention. Et d'abord, porter son attention sur son enfant peut-être, mais aussi porter son attention sur ce qui se passe, sur ce qui joue pour nous et ce qui joue pour lui. Et que, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas à l'abri du fait que juste en portant son attention sur ce qui se passe, ça puisse changer. Sans rien faire, sans avoir rien d'autre à faire que d'être attentif. La deuxième chose, c'est de leur apprendre à lire le corps, à lire le leur, à lire, tu disais très très joliment tout à l'heure, Livia et Jonathan aussi, à lire le corps, et vous l'avez très très bien illustré, à lire le leur et les autres pour pouvoir adapter son comportement à l'autre et être plus collaboratif, clairement. Ensuite, on l'a exprimé toute la soirée, oser parler des émotions et pas comme une vulnérabilité mais comme une force, évidemment, et aller au-delà de l'émotion qui est un symptôme, un symptôme, c'est mon discours de médecin, mais qui est une manifestation corporelle et cérébrale d'un besoin, et d'aller oser chercher jusque-là. Et tout cela ressemble à
des compétences qui sont infiniment puissantes et qu'aucune, je rejoins ce qui a été dit, aucune intelligence, aucune machine, si intelligente soit-elle, ne peut remplacer. Et c'est l'avenir des générations futures, clairement. Là, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, on peut les applaudir, je pense. Merci Stéphanie Marchand. Merci Chloé Sargis, macoachdevie.fr. Si vous voulez en savoir plus, macoachdevie.fr. Merci à happyskills, happyskills.fr.com. Et merci à Caroline, Essentiel RH, pour vos éclairages. Elsa, satisfaite ? Je pense, satisfait, le public. Oui, je pense qu'on a pris conscience Voilà. du rôle des émotions en entreprise. J'espère que vous avez pris plaisir. Alors je sais qu'il y a des questions sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on va poursuivre la discussion autour d'un verre et on apposera les réponses avec nos experts directement dans les commentaires. Je pense qu'on va faire comme ça parce qu'on a beaucoup parlé. Ah, il y a des questions là. Allez, on va prendre une question quand même. On n'osait pas parce qu'on a beaucoup dépassé le timing. On va prendre une question. Après, il y a le hub qui va nous... C'était sûr que Jocelyn aurait une question. C'était sûr. Il va nous hopper dehors. Bonjour, enchanté, Jocelyn, grand fan d'Enoa. Moi j'ai une question pour Caroline. Vous avez parlé d'empathie tout à l'heure et vous avez évoqué un classement de 60 pays, la France à 1,2 sur 4. Oui. J'ai deux questions sur le sujet. La première, c'est comment on monitore, on calcule le coefficient, in fine, et comment on peut améliorer l'empathie? Est-ce qu'il y a l'exercice type qui existe pour ce faire? Ah oui, bien sûr. Alors, si je reviens juste aux styles sociaux, vous venez avec le package, ça ne change pas. Vous êtes un nuage de points sur la matrice et vous ne bougerez pas. Vous pourrez devenir un peu modéré en vieillissant, mais pas beaucoup. L'empathie et aussi, on n'a pas beaucoup parlé de la flexibilité, sont les deux leviers en management que vous pouvez faire évoluer. Flexibilité, c'est la capacité à entendre les besoins de l'autre, à y répondre, mais en restant dans un rapport gagnant-gagnant. Pour ça, il faut forcément l'empathie. L'empathie, on la score. Donc moi, j'utilise un scoring qui est Persona. C'est un ensemble de questions qu'on envoie, des tests qu'on envoie aux collaborateurs avec qui on travaille, à son manager, un petit peu à sa famille. Enfin, voilà, ça peut choisir entre 8 et 10 personnes. Et ce qui vous donne le score, c'est donc la perception des autres, parce qu'on ne maîtrise pas toujours l'image qu'on renvoie et quand on est face à ces tests-là. Donc c'est très facile, très simple. Et donc là, on a un scoring. Après, en effet, je suis souvent, donc je suis amenée beaucoup à accompagner des dirigeants, des managers qui ont des scores de 1 sur 4, 2 sur 4, très rarement 3 sur 4 et 4 sur 4 en France parce qu'on ne travaille pas l'empathie tout petit. Donc forcément, c'est un peu compliqué, mais travailler son empathie, comme le disait bien Chloé, alors je n'aime pas trop la traduction, se mettre à la place de l'autre, hein, c'est très traduit français, anglais à français, c'est plutôt l'empathie, c'est la capacité à mettre les chaussures de l'autre, mais sans prendre les ampoules. Hein, c'est je comprends, j'entends, je suis capable d'entendre ta problématique, je la digère et j'essaye de t'apporter une solution. Mais on n'est pas tous les jours empathique, hein, même si on peut se scorer quelquefois avec des 3 sur 4, on est tout content. Il peut arriver que dans une situation un peu de stress, on se retrouve à 2 et à 1 parfois. L'empathie, on peut la travailler et puis on peut faire preuve d'empathie avec quelqu'un juste à partir du moment où on a envie de le faire. Si on n'est pas dans l'envie, si on ne se sent pas motivé, vaut mieux reporter le petit exercice d'empathie qu'on veut faire avec un collègue. Je préfère vous le dire. Il faut être dans une bonne situation. Voilà, il ne faut pas trop de stress, il ne faut pas trop de fatigue. Voilà, un lundi matin, quand le week-end a été un peu chargé, qu'on doit rencontrer le collaborateur le plus proche et qu'on doit lui dire que franchement, en ce moment, ça ne va pas, on attend le café de 10h. C'est mieux. Merci. Voilà. J'ai répondu à votre question. Tout à fait. Ma voisine, et je me permets de poser la question, quel est le pays numéro 1 sur 60 le premier pays? Je pense qu'ils se battent, mais on est plutôt dans les pays asiatiques. On a le Népal qui est plutôt doué. Le Népal, eux, on fait un exercice dans ce... Oui, c'est ça, c'est quand même incroyable. On fait un exercice dans cette formation-là qui sont des cartes bleu-rouge. Alors, bon, je ne vais pas vous l'expliquer, mais c'est un jeu où on doit gagner le plus de points d'équipe et faire gagner l'équipe en face, fait gagner l'équipe. Les Français, vous les mettez dans une pièce. Voilà, donc on met différentes cultures. Les premiers qui s'étripent, c'est les Français. Ouais, les règles sont pas bonnes. Donc ça râle, on met des gilets jaunes et des pancartes. Okay, et les gens du Népal se posent la question, mais pourquoi faire cet exercice? Parce qu'eux, ils sont dans le gagnant-gagnant. Hein. Ils ne comprennent pas l'exercice. Au bout de 2 minutes, ils ont plié. Tout le monde, les deux groupes ont eu 120 sur 120. Et les Français continuent de s'étriper, bien sûr. Donc c'est assez... voilà. Merci beaucoup. Moi, je voudrais juste... Pardon.
Je suis désolée. Je voudrais juste apporter un complément d'information, c'est que l'empathie fait partie des compétences de l'intelligence émotionnelle, donc développer ou peut développer. Moi, je suis pas forcément pour se dire on a une empathie basse, bah, il faut que tu la développes. Bon courage à toi. Pourquoi ? Parce que si la personne a une empathie basse, c'est qu'il y a une raison. Voilà. C'est que pour lui, il y a une raison qui fait qu'elle a décidé, souvent par mécanisme de défense, de ne pas la développer. Donc moi, ce que je vais aller chercher, c'est autre chose. Et pour vous donner un cas, j'ai eu une fois un manager en entreprise qui m'a dit « Non, mais moi, l'empathie, ça me fait perdre du temps. » Voilà, ça me fait perdre... Mais il n'y a aucun jugement. C'est quelqu'un qui était très efficace, mais qui n'avait pas le temps de prendre le temps, de comprendre l'autre, voilà, de se poser comme ça, etc. Ok, très bien. Moi, je ne vais pas la forcer à le faire. Par contre, c'est une personne qui avait une réalisation de soi extrêmement importante. Qu'est-ce que c'est la réalisation de soi ? C'est le fait de chercher le sens, d'aimer le challenge, d'aimer se surpasser, se développer, etc., etc. Et donc, on a travaillé ensemble sur comment, dans cette situation-là, toi, tu peux y trouver ton intérêt à toi dans ton développement. Quelle est là, toi, la réalisation, le challenge personnel que tu vas t'y mettre pour qu'il y ait ce fameux intérêt. C'est ce qu'on disait. Là, la personne a trouvé son intérêt. Effectivement, on peut juger que c'est égoïste et qu'elle ne l'est pas tournée vers l'autre, mais en fait, peu importe. La situation va s'améliorer. Elle y trouve son intérêt. Le fait est qu'elle va s'intéresser à l'autre, que l'autre est satisfait parce qu'il se sent connu, et la situation progresse. Allez, on va poursuivre cette discussion autour d'un verre. Merci beaucoup. On peut annoncer d'ores et déjà un deuxième Enoa Talk à la rentrée. N'est-ce pas ? Tout à fait. À la rentrée, septembre ou octobre, on a déjà la thématique. Je fais un peu de teasing, mais la date n'est pas encore calée, mais on vous tiendra au courant, évidemment, et j'espère que vous viendrez aussi nombreux. Merci à tous. Merci beaucoup. Allons prendre un verre et continuer.